Bonjour à tous, vous écoutez la Balado Légendaire. Cette émission de balado-diffusion où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec passion et de plus en plus en retard d'une semaine à l'autre. Ça va bien tout le monde? Oui. Oui. Ça va bien. Cette semaine avec moi, comme la semaine dernière, Kevin Cormier et Anthony Gravel et une troisième personne que je vois en haut à ma gauche. C'est pas Mélanie. C'est pas Mélanie, non. Toujours pas, Mélanie. C'est Sébastien Trottier. Salut Sébastien. Ça va bien. Allô? Oui, ça va bien. Écoute, on t'a invité. Hey non, avant, je vais faire comme on fait à l'habitude. Sébastien, est-ce que tu es un habitué de notre show? Oui, Cool. mais pas en direct. Je Ok. t'écouterai pas. Ce qu'on fait à chaque semaine, c'est qu'on fait un retour sur ce qui marque notre semaine geek. Je vais commencer par toi, savoir, toi, évidemment, tu es un fan de films et de jeux vidéo aussi. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine comme geekitude? Bien sûr, comme à chaque semaine, moi, j'ai beaucoup de côté cinéma qui remplit mes semaines. Cette semaine, j'ai écouté le film Unbroken. C'est le plus récent film réalisé par Angelina Jolie. Oui, effectivement, c'est vrai. J'ai vu ça Ah. passer. On m'a dit que c'était pas pire. Moi, j'ai Ouais. bien aimé ça. J'ai fini d'écouter aujourd'hui, puis c'est vraiment très bon. Je peux pas dire nécessairement que c'est, comment je peux dire, si exceptionnel par rapport aux autres, dans le sens que c'est une histoire vraie, mais on a déjà vu ce genre d'histoire-là dans le passé. Donc c'est pas, moi j'ai bien apprécié quand même le visionnement. C'est quand même, il y a beaucoup de scènes de torture un peu qui arrivent. Il y a des séquences un petit peu difficiles. Mais visuellement c'est très beau, il y a des très beaux plans de caméra. C'est vraiment l'histoire en tant que telle est vraiment intéressante. Puis surtout que c'est basé sur une histoire vraie et que le, le personnage principal, la personne est décédée l'année passée, quelques mois avant que le film sorte au cinéma. Donc ils prennent le temps d'en discuter un petit peu, d'en parler un peu à la fin du film de ça. Et j'ai écouté ça et je suis en train également d'écouter une série télé qui s'appelle Continuum. C'est une série canadienne. Et moi, je suis un très grand fan d'événements qui se passent par rapport au voyage dans le temps. Et c'est une série vraiment basée sur le voyage dans le temps. L'histoire se passe à Vancouver. Et je suis actuellement dans la deuxième saison. C'est certaines personnes qui viennent du futur de 2077 et qui se retrouvent, on peut pas dire coincés à notre époque. Puis il y a comme une policière et d'un autre côté un camp de terroristes qui veulent essayer de changer un petit peu le futur puisqu'il n'est pas vraiment à leur goût. Donc elle essaie de tout contrôler ça là, en même temps. Puis c'est vraiment, moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est une très bonne série. Les effets spéciaux pour une série canadienne, c'est vraiment très bien fait. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas tout le temps la chance d'avoir ici, malheureusement, quand on a des séries. Là. Il y en a eu de très bonnes dans le récent, si je pense à ce qui est passé là, sur la chaîne, par Internet sur Z. Le nom m'échappe. Les gars, s'il vous plaît. Ouais, attends une minute. Il y avait pas, Ça se passe dans c'était pas l'espace? avec un jeu, il n'y avait pas un lien. Qui se passe dans l'espace, oui, c'est Qu'est-ce mon que je veux Dieu, dire? projet M. Ouais, c'est ça. Exact. Oui, Projet oui. Bon, Colin, le nom m'a vraiment échappé. La web série, oui. Oui, qui c'est était ça, c'est une web excellent. série. Puis Oui. les effets étaient corrects, tu sais, pour le budget, le peu de budget que Oui. cette série-là avait. Mais en dehors de trucs comme ça, c'est vrai qu'au Canada, on n'a pas énormément. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas compliqué à comprendre. Il n'y a pas le même budget. C'est certain que les effets spéciaux sont dans la série, lorsque les scènes se passent dans le futur, en 2077, c'est là que on va dire, le budget effets spéciaux passe. Ça dure peut-être quelques minutes dans chaque épisode. Le reste du temps se passe à notre époque, c'est un mélange. Quand c'est à notre époque, c'est une série plus policière. C'est à ce niveau-là, donc il n'y a pas nécessairement beaucoup d'effets spéciaux Qui est pour les scènes de nécessaire, notre de toute époque. façon, ouais. C'est ça. Mais c'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça. Il y a déjà une troisième saison que je vais écouter là, très prochainement parce que
je vais avoir la saison 2 et 3 là, faire une critique. Donc, ça va venir bientôt sur mon site. Une critique justement sur ton site qui est, si tu peux prendre le temps de te présenter, tu t'appelles Sébastien Trottier. Oui. Tu as créé le site qui s'appelle Actualité DVD. Oui, Actualité-DVD, c'est important de mettre le tiret parce que sinon on ne tombe pas sur mon site à moi. Et oui, je fais des critiques DVD Blu-ray depuis 2009. Donc j'ai déjà plus de 2000 critiques sur mon site. Ça va bien. Le temps passe oui, vite, mais je suis pas tout seul parce que j'aurais pas le temps d'en faire autant. Donc il y a 4 personnes qui font également des critiques pour moi dans mon équipe. Donc on a toujours au moins 5-6 critiques par semaine. C'est des critiques vidéo, des capsules en 3 et 5 minutes. C'est des critiques plus audio on met des images souvent de la pochette et qui sont disponibles directement sur mon site bien sûr, mais sont disponibles sur YouTube également. J'ai ma chaîne YouTube là, qu'on peut accéder à partir de ma page web actualité-dvd.com. Oui. Cool. Écoute, Sébastien, on va revenir sur la raison pourquoi tu es avec nous ce soir. Je veux juste prendre le temps de poser la question à mes chummies pour savoir, les gars, qu'est-ce que vous avez fait de bon autres cette semaine? De ton côté, Kevin, la semaine dernière, tu nous avais dit que tu as joué à DMC. Cette semaine, tu devais avoir terminé, je pense, hein? Oui, j'ai fini le jeu au complet de long et en large. Sinon, ce qui a retenu mon attention cette semaine, GTA V, bien entendu, avec les vols, cette mise à jour qui est franchement très intéressante et me permet des heures et des heures de plaisir avec mes amis. Sinon, Bloodborne prend énormément de mon temps. D'ailleurs, je vous invite à lire sur le site de l'épée légendaire mes premières impressions si ce n'est pas déjà fait. Ben oui. Sinon, qu'est-ce qui a retenu mon attention également? Ah oui, Borderlands, Handsome Collection, avec lequel j'ai commencé, j'ai pas énormément joué. J'avais quand même fait une très grosse partie sur la console précédente, sur 360. Donc, je m'y remets petit à petit. Et c'est pas mal ça en ce qui concerne les jeux cette semaine. C'était quand même pas mal chargé. Non, ben écoute, on fait des grosses semaines aussi. Tout le monde travaille et tout ça à régler. Anthony, de ton côté, c'est la même chose aussi. Peut-être un petit peu moins de travail. Ça, c'est triste par contre. C'est peut-être un peu cheap de l'amener comme ça. Mais on a tous entendu parler de la fermeture de Future Shop. Et donc, en même temps, par la bande, les blogueurs, donc parce que le blog est fermé. T'as fait ça vite pour publier ta critique de Mario Party 10. Oui, ça a été le dernier article sur le blog techno de Future Shop. Puis je pense que comme 10 minutes après, c'était fermé complètement, donc je savais même pas si j'allais réussir à la publier. Quand même, ils sont le fun parce que si j'avais commencé quelques articles, puis ils vont tous nous payer qu'est-ce qu'on avait commencé. La suite des choses, par exemple, j'ai pas plus de détails encore, donc c'est sûr que mon souhait, ce serait d'aller joindre l'équipe de Best Buy, mais je sais qu'ils sont déjà quand même nombreux à traiter du jeu vidéo, puis je pense pas que ce soit dans leur plan d'avoir 5-6 blogueurs de jeux vidéo juste pour Best Buy. Donc, c'est ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre. On verra. J'ai un meeting cette semaine. Mais sinon, question jeux vidéo, j'ai quand même joué beaucoup de jeux différents, mais quelques jeux qui prenaient pas très longtemps, dont Tales from the Borderlands épisode 2, que j'ai publié la critique vendredi dernier ou samedi. Ensuite, il y a Game of Thrones épisode 3 aussi. C'est 2 jeux qui prennent à peu près 2 heures, 2 heures et demie à faire, donc c'est pas long de jouer puis faire la critique. Les 2 jeux que j'ai bien aimés, honnêtement, j'ai publié les critiques ce week-end, donc il faut aller lire ça sur l'épée légendaire. J'ai aussi joué à Dragon Ball Xenoverse, en fait, qu'on dit. Donc ça va être mon sujet ce soir pour ma critique. Ma prochaine critique, ça va être Fossil Fighters Frontier. Donc, c'est un jeu sur 3DS que j'aime bien à date. Je vais en parler un peu plus la semaine prochaine, probablement. Et évidemment, Bloodborne, j'avais une copie déjà avant la sortie, puis j'ai joué un peu, mais je laisse plus Kevin s'en occuper. C'est quand même
honnêtement, j'adore le jeu, mais c'est comme pas mon expertise, puis ça va me prendre beaucoup de temps avant de progresser suffisamment. Là, j'ai stream la première heure, puis je suis mort assez souvent, je pense que le monde l'a constaté. On n'est pas tous des Ian Richards. Hein? Non, exact. Puis, la dernière chose qui a capté mon attention cette semaine, c'était la finale de Walking Dead saison 5, Oui, c'est vrai. l'émission de télévision. Honnêtement, la saison 5 était incroyable, du début à la fin. C'est de loin ma préférée, puis... apparemment, ils sont déjà en train de travailler très fort sur la 6, puis les écrivains disent qu'on va être bien surpris aussi dans la saison 6. Puis en plus, il y a un spin-off qui va être cet été, qui va se dérouler à Los Angeles, donc qui fait pas partie des comic books, qui fait partie de rien. Donc je suis vraiment curieux de voir cette production originale. Mais honnêtement, The Walking Dead saison 5, j'ai vraiment adoré. Un spin-off qui a l'air vraiment intéressant. Mm-hmm. Bon côté, Forza Horizon 2, parce qu'il est sorti l'extension autonome qui s'appelle Forza Horizon 2 Presents Fast and Furious, dont je vais faire la critique ce soir. J'en ai profité parce que normalement, cette semaine, ma critique devait porter sur Resident Evil, dans lequel j'ai continué mon aventure, évidemment. Par contre, j'ai pas été capable de mettre autant d'heures de jeu que ce que je fais normalement pour une critique. Donc, pas de critique de ce jeu-là ce soir. Et aussi, les heures de jeu, ben, c'est plus difficile à investir là-dedans parce que quand il y a des enfants, tu joues pas à Resident Evil. Ouais, c'est vrai. Non, effectivement. donc, c'est ça. C'est ben trop intense pour les enfants. Mais c'est Je comprends un bon pas jeu. de quoi tu parles. Mais c'est quand même un bon jeu. Puis je pense que ce jeu-là remet la traque un peu de la franchise. Je trouve ça vraiment le fun de la façon que c'est pensé et de la façon que c'est fait. Et puis, il est pas cher non plus. Donc, j'ai beaucoup de bons commentaires. Et des défauts, évidemment. Revelations 1 était très bon, puis d'ailleurs, le développeur était même déçu qu'il n'y ait pas un chiffre en tant que tel, puis surtout qu'il se place très bien entre entre, je pense, une expansion du 4 puis le 5. Oui, donc, pour le premier Revelations, exact. puis le deuxième, celui que je suis en train de jouer, j'ai pas joué à Resident Evil 6, mais il se passe au moins après le 5 parce qu'il y a des références. Ok. Il y a des références à ça. Là, donc, Mais tu vois, je pense que ces deux-là, mais en tout cas le premier m'intéressait, j'ai trouvé vraiment meilleur que le 5 et le 6. Donc c'est le fun, justement. Toi, tu me dis que toi aussi, tu as été à date satisfait. Donc, oui, mais je moi suis content, j'avais. c'est ça, je vais y jouer aussi. Mais moi j'avais aimé, je suis peut-être un des seuls, mais j'avais aimé Resident Evil 5. Ok. Non, moi aussi. Oui, toi aussi, bon, vois-tu. Mais je comprenais les critiques que ce jeu-là, que les gens ont eues, notamment à cause de l'IA un peu conne de la personne qui nous suit. Ouais. L'inutilité que l'autre joueur nous suive tout le temps, même si, en voulant offrir une campagne coop, comme jouable au complet, ben ça prenait le deuxième personnage parce que sinon, scénaristiquement parlant, si le deuxième personnage disparaît quand tu joues en solo, ben ça fait plus de sens, tu sais. T'as bien raison. Donc c'est un peu pour ça, mais moi j'avais quand même bien aimé ce jeu-là, j'avais aimé le mix, certains moments creepy puis certains moments plus action aussi, on sait que la franchise s'en va plus là, mais jusqu'à maintenant, Revelations 2 est beaucoup plus axé sur le survival horror que l'action. Donc, un peu plus comme avant. Pas autant que les premiers Resident Evil, mais je dirais que ça plus dans la balance où est-ce qu'on peut retrouver le 4 à peu près. Ouais, c'est ça, comme le premier dans le fond, tant mieux. Ouais, comme le 4 justement. Pas Ben, comme Revelations 1, ça, je comme le dire. premier Revelations, ok, Ouais, c'est bon. exact. C'est ça. Donc, c'est ça. Fait que j'ai des bons commentaires. Il y a un paquet de défauts, mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Et j'ai joué beaucoup à Battlefield Hardline aussi, parce que les temps que je peux pas jouer à Resident Evil, je les ai passés en ligne à Battlefield Hardline. Puis, c'est très intéressant. Battlefield Hardline, je suis pas encore certain de l'acheter parce que c'est un jeu massivement multijoueur en ligne et je veux jouer avec des amis. J'attends de voir simplement si mes amis vont se le procurer tout simplement pour jouer avec eux. Mais j'ai terminé mon 10 heures à louer, donc mais ça veut dire que j'ai quand même joué 10 heures, tu sais. Ouais. Puis c'est passé vite. Ça veut dire que ça avait bien de l'allure. Écoute, Sébastien, je reviens à toi maintenant. On a fait le tour. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton projet, parce que là, on t'a invité ce soir parce que tu as un projet spécial que tu refais à toutes les années. On t'avait invité l'année dernière, si je me rappelle bien, pour la même chose. Tu vas tenir un 24 heures de jeux vidéo ciné pour une cause qui t'est bien à cœur. Oui. En réalité, cette année, c'est la 2e édition de mon événement officiellement qui s'appelle 24 heures cinéma et jeux vidéo. Qui va avoir lieu les 10 et 11 avril prochain. Durant cet événement-là, je vais être
en direct sur Twitch et je vais pouvoir, avec les gens, là, on va discuter, on va jaser cinéma, jeux vidéo. On va peut-être faire des petits quiz. Je vais également jouer en ligne avec certaines personnes. Ceux qui voudront bien, on se trouvera des jeux à jouer en réseau. Comme Battlefield Hardline. Tu joues sur quelle plateforme, hein, juste pour savoir? J'ai une Xbox One, Cool. mais je ne joue pas nécessairement beaucoup avec. Je suis plus du type Nintendo. Ok. J'ai une Wii U également, puis une New 3DS aussi. Ben ça sent le Mario Kart puis le Super Smash Bros dans ce cas-là. Ouais, ça ressemble à ça. Donc ça, pour mon événement que je fais, là, je veux ramasser de l'argent. Bon, le but de mon événement, c'est de ramasser de l'argent via des dons qui vont être offerts à l'hôpital Saint-Eustache. Et la raison de mon événement, c'est que en 2013, ma conjointe a eu un diagnostic d'insuffisance cardiaque. Son cœur fonctionnait seulement à 10%. Il était vraiment à la limite. Là. Ouais. Et ça, c'est arrivé au mois de février 2013. Elle a été, bien sûr, admise immédiatement à l'hôpital. Elle a été aux soins intensifs pendant presque 2 semaines. Puis là, depuis ce temps-là, c'est sûr qu'elle est toujours suivie par l'hôpital. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en février, lors de sa sortie de l'hôpital en février, 2 mois plus tard, soit en avril, ça fait pratiquement 2 ans, elle a fait le syndrome de la mort subite. Elle a été cliniquement décédée durant la nuit. Donc, j'ai fait les manœuvres de premiers soins jusqu'à temps que les ambulanciers arrivent. Et bien sûr, ils ont réussi à la réanimer. Et elle a été dans le coma pendant presque un petit peu plus qu'une semaine. Puis toujours à l'hôpital. Et maintenant, ça va mieux. C'est sûr qu'il y a quelques petites séquelles qui est arrivées malheureusement. Mais dans l'ensemble, elle va beaucoup mieux. Dans l'ensemble, maintenant, elle a survécu à ce dur événement et puis elle est passée à travers et elle est sur le bon chemin de retour. Là. Oui, mais elle a comme atteint son top, là, qu'on pourrait dire. Okay. Son cœur a pris un peu de force, mais elle a eu aussi suite, elle a peut-être probablement manqué d'air un petit peu au cerveau durant son arrêt, sa mort subite, qu'on peut dire. Donc, quelques séquelles neurologiques est arrivées, mais je veux dire, est avec nous, est avec moi pareil, mais comme des fois, elle a des pertes de mémoire, c'est ce qui est arrivé, ou des problèmes de concentration qu'elle a. Mais elle est avec moi à la maison et tout, là, sans problème. Elle peut vaquer à certaines activités durant la journée, par exemple. Donc là, je viens d'inscrire ton site web directement dans la diffusion pour que les gens puissent le voir et aller visiter. Aussi, j'invite les gens à y aller sur ton site web parce que tu tiens une section spéciale où tu organises ton événement qui va se tenir, quelle date exactement? Les 10 et 11 avril prochains. 10 et 11 avril prochain. Oui. L'an dernier, tu avais organisé plusieurs concours. Tu avais eu la chance d'avoir un bel appui de commanditaires. Est-ce que tu refais l'expérience de tout ça cette année? Oui, j'ai plein de prix à offrir à ceux qui vont faire des dons. Ça va être des prix sous forme de tirage, bien sûr. Donc, j'ai principalement Nintendo m'a offert une New Nintendo 3DS avec le jeu Zelda Majora's Mask que je vais pouvoir offrir. C'est comme mon gros prix de cette année. J'ai différents films. J'ai honnêtement, là, j'ai calculé, j'ai à peu près 500 DVD Blu-ray que j'ai de différents distributeurs. Wow! Donc à peu près 400 de Disney. Donc, j'ai beaucoup de... C'est un très beau cadeau. Oui, j'ai beaucoup de... Certains Disney, plus des films pour... plus vraiment jeunesse, comme qu'on peut voir sur la chaîne de Disney Channel, mais j'ai aussi plusieurs classiques, on pourrait dire des classiques de Disney qu'il y a également.
Et j'ai même le film, un très bon film par ailleurs, Need for Speed. J'ai quelques copies qui vont être disponibles comme tirage. En gros, oui, j'ai des différents jeux vidéo. Donc, une multitude de trucs qui devraient plaire à n'importe quel geek qui se respecte. Oui. Il y a l'embarras du choix, disons. Je vais essayer de placer tout ça là, pour que le monde puisse voir tous ces prix-là durant mon événement. Puis pour participer, c'est simple, on se rend sur ton site le 10 et 11 avril prochain. On en profite pour faire un petit don pour la cause, pour la fondation de l'hôpital, tu me dis? C'est l'hôpital Saint-Eustache. Saint-Eustache, merci. Oui, si vous n'avez pas la chance d'être là durant l'événement, on peut déjà faire des dons là, actuellement. Vous avez juste à aller sur la page de mon événement, sur mon site, et il y a un lien, cliquez dessus pour faire un don. Puis, peu importe la grosseur du don, moi, je vais être très, très heureux. Il n'y a pas de petits dons, on pourrait dire. C'est juste des belles donations. Cool. Écoute, Sébastien, je te remercie. Je te souhaite la meilleure des chances pour ton événement, pour ta deuxième édition de ton 24 heures cinéma-jeux vidéo. Et puis, évidemment, on souhaite un prompt rétablissement à ta conjointe pour que tout ça finisse par être 100% derrière elle. Et puis, je te souhaite un excellent événement. Tiens. Merci beaucoup. Puis j'espère que je vais avoir la chance si vous avez la chance de venir participer, moi je suis très ouvert à vous accueillir pour mon événement. J'ai 24 heures à accomplir. Oui. Cool. Et ton événement 24 heures, tu tiens ça en direct. J'ai une question sur le chat de Papa Stéphane. C'est en direct, ça va être sur le web, sur ton site web, mais les gens, est-ce qu'on peut s'inscrire à une chaîne déjà en avance, exemple une chaîne Twitch ou une chaîne Ustream? Oui, je vais essayer de ce soir, je vais aller mettre mon lien direct pour ma chaîne Twitch. Si je vais pas souvent, il me semble, c'est Actualité DVD en un seul mot. Écoute, tu nous as envoyé un follow tantôt, donc... c'est ça, c'est le lien. Si on clique sur la liste des users connectés présentement. Sur la liste des users, ça va être sur ma page. Actualité DVD, tout d'un mot, pas de S à Actualité. Donc, vous pouvez le voir dans la liste des spectateurs présentement. C'est Actualité DVD. Je peux peut-être même vous juste donnez-moi quelques petits instants. Mais tout ça pour dire qu'écoute, je te souhaite vraiment, je me répète là, mais c'est très important que les gens comprennent que c'est des gros événements qui arrivent dans une vie, c'est pas facile. Puis moi, je trouve que c'est un super de beau geste que tu fais en donnant du temps comme ça pour ramasser des dons. Puis écoute, t'as vraiment, tu sais, pour inciter les gens à y aller, t'as vraiment un paquet de belles... De beaux prix là-dessus. Je trouve ça vraiment cool. Vraiment. Je remercie mes commanditaires. Ils participent beaucoup à mon événement. Ils m'encouragent. Puis ça l'aide aux gens à les encourager à faire des dons en ayant plusieurs chances de gagner des prix. Donc, ça m'aide beaucoup. Voilà. Fait que là, les gens, suivez le site web que je viens d'afficher directement dans la diffusion. Et évidemment, suivez aussi la chaîne Twitch de Sébastien, qui est Actualité DVD. Et comme ça, c'est la meilleure façon d'être notifié lorsque Sébastien va commencer tout ça. Puis on n'aura plus de raison de dire qu'on l'a oublié. Hein? On se comprend. Je vais également mettre sur le lien direct de ma page sur le chat. Cool. Donc, s'il y en a qui veulent voir un petit peu l'histoire de ma femme, il y a une belle description sur la page de l'événement. Parfait. Écoute, Sébastien, tu me disais avant le début du show que tu n'avais pas la possibilité de rester avec nous durant toute l'émission, mais je te remercie d'être passé. Mais je vous remercie d'avoir pris le temps de m'accueillir au show. Puis moi, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais déjà attendre le reste du show. Je vais l'écouter en podcast, en différé pour moi. Super. Merci Sébastien, puis je te souhaite la meilleure des chances dans ton événement encore une fois. Merci beaucoup. Puis bonne soirée, puis bon show à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bye. Salut. Donc, de retour à notre programme principal, les gars. Là, je vais juste enlever les liens écrits. Bon, voilà. Je sais pas si vous réalisez, les gens sur Twitch, mais driver du stock comme ça en direct pendant que les gens parlent, c'est pas évident. Donc, tu sais, parenthèse, ça arrive souvent. Tu sais, je veux dire, maintenant, je veux parler de Denis Talbot parce que durant son émission, là,
il y a comme 5 ou 600 personnes qui regardent tout le temps, puis il y a comme peut-être la moitié qui commente en direct tout ce qui se passe. Et ça arrive souvent qu'on voit des commentaires. Bon, il arrive tel problème ou telle affaire, règle ça, vite, vite, vite. Ah, je suis plus capable. Hey, la gang. Comment? Vous êtes 500 à écrire à Denis Talbot en même temps que ça marche pas, puis lui, il essaie de driver un maximum de trucs possibles en même temps pour vous donner une émission le plus professionnelle possible. Donnez-y une chance. Pas de rush. Sérieusement, moi, j'en drive même pas la moitié de ce qu'il fait, puis je vois mal comment est-ce que je pourrais en faire plus que ça. Soyez compréhensifs. Merci. OK, Anthony. Donc, première critique pour ce soir, le jeu que tu voulais nous parler. On revient sur Dragon Ball Xenoverse. C'est un jeu qui a vraiment, vraiment capté ton attention durant les derniers temps, les dernières semaines. Oui, puis c'est vraiment contre toute attente parce que le dernier opus de l'an dernier qui était Dragon Ball Z Battle of Z m'avait beaucoup déçu. En gros, ben, pour vous remettre dans le contexte, parce que c'est quand même important, je lisais beaucoup de critiques qui disaient que c'est un jeu qui plairait particulièrement aux fans, mais il faut dire que moi, je suis un fan de Dragon Ball. Dans ma jeunesse, c'était une partie très importante. J'ai toujours vraiment été en admiration envers les personnages de ce manga-là. Je rêvais d'avoir ma chevelure se transformer d'or et commencer à faire des kamehameha partout dans le monde et sauver les terriens. Mais bref... Fait que j'ai été très déçu d'apprendre que la suite serait jamais localisée, c'est-à-dire Dragon Ball GT après le 42e livre. Mais les jeux m'ont permis de quand même vivre la suite de la saga comme il faut. Donc, dans le temps, c'était sur ma Wii avec Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, qui est probablement le jeu que j'ai le plus joué sur la Wii, qui était le fun parce qu'avec le remote puis le nunchuck, tu pouvais faire les mouvements des personnages. Et puis, j'adorais vraiment incarner Goku puis revivre sa saga. Pour moi, c'était vraiment de quoi de spécial. Mais comme je le disais, le dernier opus m'a bien déçu. Puis, il faut dire qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément de jeux de Dragon Ball Z. Donc, tu sais, d'un à l'autre, c'est rare qu'ils innovent réellement. Donc, c'est vraiment sans grande attente que je me suis lancé dans Xenoverse plus tôt cette année. Je m'attendais vraiment à rien de ce jeu-là, puis ça a été quand même une belle surprise parce que dès que j'ai ouvert le jeu, j'ai compris que je passais à vraiment quelque chose de nouveau parce qu'on avait le choix de son personnage, le choix de la race de notre personnage, soit un Namekian, un Saiyan, un Terrien, un Majin ou un personnage de la race de Frieza. Moi, évidemment, j'ai fait mon Terrien comme tout bon amateur de la franchise. Donc, ce qui est cool, c'est que même si tu crées ton propre personnage, ça s'approprie très bien à la prémisse du jeu. C'est-à-dire que dans ce qui se passe dans le jeu, c'est que dans l'univers parallèle où est-ce que le Trunks du futur se tient, les choses se passent pas très bien. Puis Trunks, c'est un peu comme le gardien du temps. Alors lui, il collecte tous les Dragon Ball, puis il demande au dragon Shenron de exaucer son vœu qui est de faire apparaître un guerrier qui va lui permettre de l'aider à patrouiller le temps, puis à aider à protéger l'univers, puis s'assurer que l'histoire et la destinée des personnages est respectée. Donc, d'où la raison pour laquelle notre personnage apparaît tout d'un coup. Donc, dans cette espèce de dimension intemporelle, il y aura plein de quêtes secondaires, des quêtes principales à faire. Et puis, à chaque fois, il va falloir que tu t'arranges pour que, dans la voûte du temps, il y a des forces du mal on dirait qu'ils ont l'air de s'émaner des espèces de parchemins qui racontent l'histoire de Dragon Ball. Et puis, en fait, ce qui fait en sorte que tous les ennemis dans l'histoire de Dragon Ball deviennent plus puissants. Donc, toi, t'es envoyé pour aider les personnages de la série à respecter leur destinée puis à les aider justement à vaincre ces nouvelles forces. Ah, c'est cool. Bon. Il y a de l'air d'avoir vraiment beaucoup de contenu dans ce jeu-là, dans tout ce que tu viens de nous décrire jusqu'à maintenant. Pardon, il y a beaucoup de stock. Je veux prendre une pause, vite, juste pour remercier Méo Pense sur Twitch qui nous a fait un don de 5$ pendant que tu parlais. Très cool de sa part. Merci Méo Pense, on attend ça. Merci de donner un gros uppercut à la Dragon Ball dans la face du podcasting qui en arrache. C'est vrai. Donc, Anthony... Dragon Ball, au final, c'est... Ben, pas au final, en fait. Au final, t'es un petit peu rapide, là. Oui, effectivement. Dragon Ball, ça reprend quand même les grandes lignes de l'animé. Est-ce que les combats sont toujours aussi présents qu'ils l'étaient dans les jeux passés?
Oui, évidemment, mais c'est un petit peu ça qui amène la redondance parce que veux pas, les combats, c'est pas mal, ça se déroule souvent de la même façon. C'est juste que tu prends, des fois tu contrôles différents personnages. Ton personnage, il y a beaucoup de personnalisation, donc tu peux lui faire apprendre des mouvements. Un des trucs très intéressants, c'est que tu peux avoir comme un maître qui va t'apprendre tous les mouvements qui lui sont propres. Comme par exemple, Vegeta peut être ton maître, puis là, il va t'apprendre tous ses moves super légendaires à force de te pratiquer puis de t'entraîner avec lui. Puis même pendant les combats, des fois il va te narguer parce que évidemment comme c'est le prince, il veut que son protégé soit à sa hauteur. Ouais, évidemment. Donc c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est comme cette implication là, puis tu te sens vraiment tu sens que tu fais partie de cette saga là même si c'est comme une saga qui a déjà été racontée. Ce qui est le fun parce que les amateurs ils ont toujours voulu qu'on touche pas à l'histoire. Ça je comprends, mais évidemment ça a amené une redondance le fait que tu racontes toujours la même histoire. Puis avec l'approche que je te parle, qui est de comme jouer avec la destinée des personnages, mais sans trop changer tout ce qui s'est passé, c'est vraiment intéressant. Ça amène comme du nouveau. Il y a des nouveaux personnages qui sont comme dans un univers parallèle, donc ça permet justement d'amener le fait d'être dans un univers parallèle, ça permet d'amener des nouveaux personnages, des personnages qui étaient apparemment présents dans Dragon Ball Online, mais moi j'ai complètement passé à côté de ça. Mais ce qui est cool, c'est que le jeu il ressemble beaucoup aux animés. Puis les nouveaux personnages, ils ont l'air d'avoir été dessinés par Akira Toriyama, qui est justement l'auteur de cette série-là, jusqu'à la fin de Dragon Ball Z. Donc c'est très le fun. Puis je pense que pour les amateurs, c'est quelque chose de très intéressant. L'autre élément, évidemment, je parlais de personnalisation. Tout est personnalisable dans ce jeu-là. Tu peux même changer tes armures. C'est intéressant parce que tu as les armures de à peu près tous les personnages qu'il y a eu dans la série qui est possible d'avoir. Même comme ceux qui sont amateurs de la série, ils savent l'empereur Pilaf, il y a comme une espèce de tunique vraiment atypique là, que tu reconnais dès que tu vois. Ben ça, tu peux la porter. Puis chaque armure amène ses propres attributs parce que ton personnage, en montant de niveau, peut avoir des spécialisations puis peut améliorer son pouvoir de ki, par exemple, ou ses pouvoirs de combat à main nue. Donc, c'est vraiment le trip de ce jeu-là, c'est vraiment de monter le niveau de ton personnage, puis de t'améliorer, faire des quêtes secondaires autant en ligne que hors ligne, et vraiment vivre cette saga-là d'un bout à l'autre, mais en ajoutant des nouveautés, des nouveaux personnages, puis un petit peu une histoire parallèle. Moi, il y a un truc qui me chicote énormément, c'est que, vois-tu, je suis fan de l'univers de Dragon Ball, mais je suis pas très connaissant de cet univers-là. Okay. Puis j'ai peur parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de liens avec beaucoup de personnages, puis qu'on crée avec le nouvel univers de Dragon Ball que je connais pas du tout. Crois-tu qu'une personne comme moi peut s'intéresser au jeu pour ce que c'est comme jeu avant de regarder cet emballage de Dragon Ball-là, ou comme jeu, si on le prend uniquement comme ça, l'intérêt diminue énormément? Mais c'est parce que comme jeu, c'est vrai que c'est un jeu de combat qui est pas pour tout le monde, tu sais. Moi, je suis pas un méga amateur de combat, mais le fait que j'adore cette franchise-là, ça me permet de passer à travers cet aspect-là. Puis le fait que mon personnage soit personnalisable, puis qu'il s'améliore, ça me permet aussi de passer outre cette facette de ce jeu-là. Donc, puis il y a aussi le en ligne qui est le fun avec tu peux jouer avec 2-3 amis, puis ça te permet de progresser un peu puis de permettre de ton personnage de s'améliorer. Donc, mais c'est sûr que c'est pour les fans. Là. Je regarde, ils ont repris les voix des personnages comme Chris Sabat qui faisait les voix de Yamcha, Vegeta et Piccolo, mais ils l'ont pris pour faire le jeu. Donc, il y a des voix comme ça iconiques qui sont vraiment le fun qui reprennent. Puis, pas juste ça, c'est que le jeu il reprend vraiment toute la série jusqu'au dernier film. Moi, j'ai joué au dernier... j'ai pas joué au dernier film, mais j'ai vu le dernier film qui était Battle of Gods. Qui était gratuit le week-end dernier sur exact. Xbox Vidéo. D'ailleurs, si vous avez une Exact. Xbox One, vous avez sûrement vu ça passer. Puis je l'ai réécouté d'ailleurs, comme il était gratuit. Et puis, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... comme la suite qui est Dragon Ball GT, il n'a jamais vraiment été reconnu par Akira Toriyama. C'était le fun qu'on ait comme une suite qui est plus officielle puis qui fait suite à Dragon Ball Z et non qui va jusqu'à Dragon Ball GT qui pour certains est un petit peu n'importe quoi. Ouais. Donc, ouais, exact. Le dernier point que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que le contenu est vraiment incroyable. Là. Ça va de A à Z, ça passe par les films. Il y a vraiment, tu sais, il y a des heures et des heures à mettre dans ce jeu-là. Il y a un joueur avec qui je jouais
jouais l'autre soir, il y avait déjà 74 heures de dans le jeu. Puis il était même pas à la moitié. Donc tu peux vraiment, si tu veux commencer à jouer en ligne puis faire tout le secondaire, là, tu peux mettre beaucoup de temps dans ce jeu-là. C'est très japonais. Oh oui, c'est très japonais. Même que la musique d'introduction, ils ont repris celle japonaise. Là. Ils ont pas pris la version qu'on voit en Amérique quand les films jouent. Donc ça, c'est quand même comique. Oui, effectivement. Fait que c'est ça, comme je dis, pour moi, tu sais, la raison pour laquelle mon introduction était si importante, c'est parce que il faut le dire que je suis un amateur de la franchise. C'est pourquoi que moi j'ai trouvé que les développeurs ils avaient quand même fait un pas de géant au niveau de l'ensemble de l'œuvre à cause de l'espèce de mission secondaire, de cette histoire secondaire qui s'est développée, puis qui vient rajouter quelque chose d'intéressant. Pour les autres, peut-être que ça va avoir l'air, l'histoire va avoir l'air trop complexe, puis la jouabilité un peu répétitive. Fait que c'est sûr que je recommande les gens qui jouent d'avoir un minimum de connaissances. Puis pour une rare fois, j'ai vraiment hâte de voir le DLC, puisqu'il y a du DLC qui a été annoncé. Il y en a un qui était gratuit à la sortie, puis il y en a un autre qui s'en vient bientôt. Puis Dragon Ball Xenoverse a été une belle surprise pour moi, et j'ai donné un 8.5. Wow, une excellente note quand même. Donc c'est un jeu que tu recommandes. C'est un jeu qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes récentes. Hein? On parle Xbox PC, One. Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3. Évidemment pas disponible en français parce qu'il est en partie en japonais. Donc, mais néanmoins c'est vraiment une belle expérience. Puis j'ai vraiment trippé. Puis même j'ai vu un de nos fans qui nous disait cette semaine que j'avais donné le goût de l'acheter. Puis il l'a acheté puis il était vraiment content. Donc cool. J'étais bien content de voir ça. Super le fun. Ça, c'est toujours agréable hein, quand on a un bon commentaire comme ça d'un fan qui écoute qu'est-ce qu'on dit, puis finalement que son avis personnel à lui vient rallier notre avis à nous. Dans ce temps-là, on est tout le temps bien content. On a réussi. Ouais. Merci Anthony pour ta critique de Dragon Ball Xenoverse. J'aimerais qu'on passe à la prochaine, Kevin. Maintenant, c'est le baptême du feu, comme on dit. Tu veux nous parler du jeu DMC Definitive Edition, qui est une réédition du jeu DMC qu'on avait vu sur la génération précédente. Mais celui-là offre tout le full package complet pour le gamer qui veut rejouer ce jeu-là. Effectivement, donc pour ceux qui ont eu le malheur de passer à côté de ce jeu qui est sorti en 2013, eh bien, DMC Definitive Edition, c'est la réédition du jeu qui était sorti sur 360 et sur PlayStation 3, à l'exception, bien entendu, que cette fois-ci, on a revampé le jeu, donc, ou renippé. Les graphiques sont de meilleure qualité, mais la plus grande différence, c'est la vitesse auquel les images défilent à notre écran. Donc, au lieu d'avoir du 30 frames per second ou 30 images par seconde, on a du 60 cette fois-ci. Donc, ça fait une grande différence sur la vitesse, la rapidité qu'on voit l'image. Donc, c'est beaucoup plus fluide. Et pour un jeu qui est aussi rapide que DMC, c'est un aspect qui est le fun à avoir, cette vitesse-là. Hein? Ah, je crois que c'est même un prérequis. Donc, c'est vraiment un grand pas dans la bonne direction pour justement avoir un jeu comme les développeurs le voulaient peut-être originalement. Oui. Et c'est sans doute pour cette raison-là qu'ils ont décidé de le refaire, parce que peut-être qu'ils étaient déçus sur la vitesse au préalable. Mais étant donné que c'est un jeu qu'on appelle hack and slash, qu'on doit éliminer des ennemis, et que l'importance des combos, en fait les combos sont primordiaux, c'est ça qui fait tout l'aspect du jeu. Vous devez faire les combos le plus variés possible afin d'avoir la meilleure note à la fin de votre niveau. Afin de faire en sorte que vous ayez la meilleure note, bien plusieurs armes sont à votre disposition. Que ce soit une faux, un point de feu, une épée, également des armes à feu. Et vous devez varier entre chacune des armes, bien entendu. Avec le temps, on développe ses préférences. Mais c'est voulu, par contre, les développeurs ont fait en sorte que vous n'ayez aucun choix d'utiliser chacune des armes, que ce soit pour avancer dans l'histoire, par exemple le grappin qui vous permet d'accéder à certaines places, ou la faux qui sert à retirer des boucliers à certains ennemis. Donc, ça fait en sorte qu'il y a quand même une grande panoplie de possibilités. Et sincèrement, j'ai eu énormément de plaisir. Comme tu l'as dit, cette fois-ci, on redonne toutes les download content ou le contenu téléchargeable. Le contenu téléchargeable, oui. Effectivement, qui était disponible. Donc, l'espèce de prologue avec le frère, je vais vous parler de l'histoire dans quelques instants. Oui. Le frère qui était disponible, donc on l'a mis dedans. Et j'ai eu beaucoup de plaisir.
Non, super, super. Puis pour les gens, là, avant que tu rentres dans le scénario, si vous avez jamais joué à ça, ça ressemble énormément à un jeu comme Ninja Gaiden dans les récents. Ben, pas énormément, mais c'est un peu le même style quand même. Ben, c'est drôle que t'en parles parce que c'est Ninja Theory qui fait le jeu. Oui, c'est ça qui est le même studio qui est derrière, justement. Mais on sent quand même qu'il y a une facture, qu'il y a une signature de studio-là qui est là-dedans. Oui, oui, tout à fait. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, bien, DMC, c'est le reboot de la série Devil May Cry, en fait, parce qu'étant donné qu'il y a déjà eu Devil May Cry 1, 2, 3 et 4, qui étaient sortis sur les consoles au préalable, c'est-à-dire, ça avait commencé à PlayStation 2, et par la suite PlayStation 3 et Xbox 360, eh bien, les développeurs ont décidé de refaire la série à nouveau. Donc, vous personnifiez le personnage de Dante, qui se trouve à être un Néphilim. Qu'est-ce qu'un Néphilim? Eh bien, ça se trouve à être un moitié ange et moitié démon. Et il découvre que, parce que Dante a un pouvoir spécial, c'est-à-dire aller dans les limbes, et il découvre qu'il y a un complot derrière lui. C'est-à-dire que le démon qui est... mon Dieu, son nom m'échappe. C'est un nom à coucher dehors. Méchant démon au nom à coucher dehors. C'est un très méchant. Sparda, c'est ça? Démon. Non, Sparda est le père de Dante. Mais c'est ça, c'est un nom à coucher dehors. Bref, des îles éliminées parce que les Néphilim représentent une menace aux démons, étant donné qu'ils ont les pouvoirs des deux races. Il découvre par la même occasion que « Oh mon Dieu, j'ai un frère jumeau! » Donc, il fait la rencontre de son frère jumeau, Virgile, et à deux, élimine le mal qui est en ce bas monde. Et qu'il n'avait jamais douté jusqu'à ce moment-là qu'il avait un jumeau. Comme si ça avait été inventé de toutes pièces pour ce jeu-là. Ben oui, Non, mais c'est parce que, parenthèse, j'aime beaucoup les scénarios japonais pour leur côté extravagant. Et ça, c'est un bel exemple. Parce que des fois, un scénario d'un titre, d'un jeu vidéo japonais, t'as l'impression que ça va n'importe où, pour n'importe quelle raison. Puis c'est exactement ça. Puis c'est correct de même. C'est pour ça que c'est bon. Donc, mais sinon, j'ai vraiment aimé mon expérience. Une heure, plutôt une durée de jeu relativement, je te dirais, respectable, dans les environs entre 10 et 12 heures, dépendant à quel point pour le style, c'est correct. Si on décide de refaire pour après ça aller chercher des meilleurs pointages, mais pour une première passe, c'est dans la norme. Là. Pour ce style de jeu-là, c'est correct. Exactement. Puis il y a énormément à faire. Disons que des objets à découvrir, des endroits à découvrir également, et ils sont loin d'être évidents. Ce qui fait en sorte que, effectivement, on peut refaire le niveau plus d'une fois avant de réussir à découvrir tout ce qu'il y avait à voir. Sinon, pour le reste, le plus important, à mon avis, c'est le prix du jeu. Le prix du jeu est vraiment respectable, je vous dirais sans doute à 39,99 dans la plupart des endroits. Ce qui fait en sorte que c'est un jeu qui est très peu cher lorsqu'on compare avec le marché, ce qui est disponible, les jeux qui sont rééditionnés de nouveau. Souvent, on charge le gros prix aux consommateurs, mais non, Capcom a respecté... le fait que c'est une réédition pour lui donner un prix en conséquence. Exactement. Donc, j'ai adoré mon aventure, surtout que j'avais pas eu la chance de le faire la première fois. Donc, je suis très content de l'avoir fait cette fois-ci. C'est pourquoi je lui ai donné la note de 8.5 sur 10. Un autre 8.5, c'est la soirée des 8.5 sur 10. Merci Kevin pour ta critique du jeu DMC Definitive Edition. Mais juste une dernière chose, je me rappelle quand j'ai lu ta critique la première fois, tu disais que tu étais bien content parce que tu avais l'impression que Capcom respectait beaucoup ses amateurs. Tu peux élaborer un peu là-dessus? Ben, c'est vraiment le fait que le prix... À cause du prix? OK. Le prix fait toute une différence. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il y a énormément de jeux qui ont été refaits. D'ailleurs, on a entendu une il n'y a pas si longtemps que ça avec God of War 3. Ouais. Et j'ai vraiment hâte de voir à quel prix on va essayer de nous le vendre. Mais Capcom a vraiment fait... je sais pas si c'est ça qu'ils se sont dit, mais... En tout cas, il a quand même été avec un prix plus que raisonnable en ce qui me concerne. Surtout que je pense que la grande majorité des gens ont peut-être pas eu la chance de le faire. Ça fait en sorte que ça rend un jeu abordable. Ça permet sans doute plus de ventes. Donc, ça vaut franchement la peine. Ouais, parce que sur Steam, je pense que tu peux l'acheter maintenant à comme $15. Donc, c'est quand même... En plus. C'est quand même cool que sur Xbox One puis PS4, il sort à 40. Là.
C'est plus acceptable. Dans l'optique où des rééditions de jeux, on en voit beaucoup ces temps-ci. Le fait qu'il y en ait un qui se démarque par un prix un peu plus bas, c'est bien correct. Exact. Merci les gars, merci Kevin pour ta critique sur DMC. Mon tour, je voulais parler de Forza Horizon 2 Presents Fast and Furious parce que c'est une extension, c'est une extension autonome. Donc c'est carrément un jeu autonome pour Forza Horizon 2. Vous n'avez pas besoin de posséder Forza Horizon 2 donc pour y jouer. C'est peut-être même mieux de ne pas avoir joué à Forza Horizon 2 pour comprendre l'intérêt de Fast and Furious qui, on se cachera pas, a été lancé pour faire aussi la promotion du film. Le jeu, là, je vais partir mon segment vidéo, vous allez trouver ça pas mal cool. J'ai travaillé là-dessus pas mal à soir. Le jeu commence avec une introduction vidéo, vraiment, où on voit des segments des jeux, pas des jeux, mais des films de Fast and Furious. Et je pense que ce sont des segments du prochain film. Je suis pas certain parce que j'ai pas vu tous les films. Sur vraiment une musique hip-hop très, très style de Fast and Furious. On reconnaît vraiment la signature de ça. Et tout prend place. Tout est vraiment en place pour qu'on incarne vraiment ce feeling-là de conduite. Un feeling qui est déjà présent dans Forza Horizon 2 lorsqu'on fait certaines voitures, mais on avait un look plutôt européen à ce jeu-là. Et là, le jeu se passe exactement aux mêmes endroits que le jeu d'origine. Donc, on revisite les mêmes endroits, les mêmes éléments, mais on a des voitures qui sont à l'image des films directement. Ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas joué au jeu présentement, cette extension-là est gratuite. Donc, présentement, pour 2 semaines, vous pouvez la télécharger gratuitement. En fait, pour faire une histoire courte, c'est un gros démo. C'est vraiment un démo du jeu de Forza Horizon 2, un démo glorifié, je pourrais dire, parce que c'est comme un démo immense, c'est beaucoup plus grand que le démo d'origine, où est-ce qu'on avait comme juste une petite partie de la carte. Là, on a à peu près l'équivalent du tiers de la carte de Forza Horizon 2, un démo qui pèse quand même 15,5 GB environ, j'ai pas vérifié exactement, mais c'est dans ces eaux-là. C'est méchant démo. Oui, et le scénario est assez simple. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit récupérer, un peu comme dans certains jeux de Need for Speed dans le passé, on doit faire la course pour récupérer des 10 voitures. Donc, on nous met en place après, au niveau scénaristique, on nous dit, bon, j'ai trouvé un mec là, pour faire la job que je voulais lui montrer. On doit lui... je vais essayer de l'amener à Nice là, pour les courses de rue. Puis il vient juste de gagner tout ce qui s'est fait à Horizon. Donc je pense que c'est vraiment le bon mec pour ramener ces voitures-là. Quand il nous rencontre, il nous donne une première voiture, une belle de Dodge Charger 1970 avec un gros moteur en avant. Très classique, là. Et on part avec ça pour des courses de rue, pour remporter des courses, pour remporter les cartes grises, donc vraiment pour voler le véhicule de nos adversaires. C'est un style qui est très Need for Speed, je dois dire. Là, ce qui est intéressant, c'est que on reconnaît exactement, on se reconnaît, c'est pas Need for Speed, c'est quand même Forza 2, Forza Horizon 2 qu'on joue, mais tu sais, scénaristiquement parlant, on a vraiment voulu donner un style Need for Speed, le style Fast and Furious, tu sais, parce que Need for Speed se colle beaucoup à ça. C'est le même jeu, vous voyez là, dans les images, c'est l'intro du jeu. On conduit la Lamborghini Huracan, qui est le même véhicule que lorsqu'on a débuté, lorsqu'on débute l'aventure de Forza Horizon 2. Puis après ça, on joue principalement dans Nice et un peu au nord aussi. Okay. Donc, est-ce que, là, la question, c'est est-ce que ça vaut la peine pour les gens d'y jouer si vous avez déjà Forza Horizon 2? Oui, parce que c'est gratuit. Est-ce que ça vaut la peine nécessairement de payer le 10$ après? Je pense qu'il y a assez de contenu pour s'amuser là-dedans, mais comme le contenu n'est pas partagé comme une vraie extension avec Forza Horizon 2, ça devient un peu moins intéressant. C'est très court, donc l'aventure solo m'a pris environ 2 heures. Donc pour rassembler tous les 10 véhicules,
ça m'a pris 2 heures seulement. Donc, ça, on voit très bien que c'est un style, c'est une grosse démo glorifiée. Sauf que c'est juste 10$, puis on a l'équivalent quand même. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Est-ce que vous vous rappelez de Gran Turismo 5 Prologue? Prologue, ok, ouais. Ça me fait un peu penser à ça. On a moins de véhicules, mais Prologue était finalement un gros démo de Gran Turismo 5. C'est un peu ça. Qu'on vous vendait un jeu plein prix quand même. Celui-là, il y a beaucoup moins de véhicules. On a une dizaine de véhicules, pas plus. On a la Huracan qu'on ne reconduit plus après l'intro, puis la Dodge Charger après ça avec les 10 autres véhicules qu'on doit trouver. Il y en a quand même pour tous les styles. Il y a un Jeep aussi qu'on va piloter dans cette aventure-là. Il y a, ça passe par les Bugatti, les Dodge. Donc, il y a vraiment quand même une belle variété. Essentiellement, ça se passe à Nice et un peu au nord aussi, dans le coin de l'aéroport. Là. Donc, si vous avez joué à Forza Horizon 2, vous savez de quoi je parle. Est-ce que c'est un jeu que je recommande pour les nouveaux venus? Totalement. C'est vraiment pour vous autres. Ça va vous donner une maudite belle introduction pour savoir Forza Horizon 2, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça donne. Puis en plus, au niveau scénaristique, même si ça se passe après, ben c'est pas vraiment important. T'sais. C'est pas vraiment important parce que c'est un jeu de char. Donc, vous pouvez quand même vous lancer là-dedans comme... Puis après ça, si vous aimez ça, achetez le jeu complet pour vraiment découvrir à combien est-ce que c'est le fun. Est-ce que moi j'ai eu du plaisir à celui-là? Oui, tout autant que j'ai joué au... ça reste, c'est du Forza Horizon 2, c'est très amusant. Le feeling de conduite est excellent dans ce jeu-là, la dynamique des véhicules aussi. Je vais essayer d'avancer un peu mon segment vidéo parce que là j'ai des captures, mais j'avoue que j'en ai pris comme pas mal long. Puis là on voit ici dans une course de rue où est-ce que je pilotais la fameuse Dodge Charger et là j'ai manqué un point de contrôle, donc je vais recommencer. J'ai oublié de le couper, c'est pas tellement grave. Et, tu sais, c'est ça, fait que c'est exactement le même style, sauf qu'on a vraiment un style course de rue, plus voiture roadster un peu, des fois, il y en a plein de styles, puis j'aime vraiment ce jeu-là a tellement beaucoup de contenu, fait que, tu sais, pour apporter des personnes à cette franchise-là, c'était vraiment parfait. Évidemment, les voitures très haut de gamme sont de la partie, comme là, j'ai fait un petit fast-forward où est-ce qu'on voit la fameuse McLaren P1, qui est une de mes voitures préférées, qui est une des voitures qu'on pilote dans ce jeu-là parce qu'on doit la ramener, comme dans cette course-là que je suis en train de présenter, on doit se rendre le plus rapidement possible au garage avec la voiture sans la détruire, donc sans faire d'accident, fait qu'on voit en haut à droite qu'il y a une jauge pour les dégâts. Et puis, une autre course comme ici, où est-ce que je fais une course contre un hélicoptère. Je vais essayer de reculer un petit peu. C'est ça. Je fais une course en Jeep, mais je dois battre un hélicoptère comme vraiment dans une tempête. Fait qu'on voit la pluie, l'asphalte mouillé, les effets de lumière. C'est vraiment un beau jeu. C'est pas un jeu qui graphiquement est aussi beau qu'un autre jeu comme Drive Club, tu sais, parce que c'est un environnement ouvert. Il y a peut-être plus de trucs et plus d'éléments destructibles à gérer, mais ça reste que c'est franchement beau quand même. C'est pas cher, c'est gratuit présentement et ça va être seulement 10$ ensuite. Vous n'avez pas besoin de Forza Horizon 2 pour jouer à ça. Ça, c'est vraiment cool. C'est très cool parce que c'est ça, c'est vraiment standalone. Et si vous avez déjà Forza Horizon 2, ben moi, ça m'a permis de revenir un peu dans la franchise puis me redonner le goût d'y jouer. Ça serait un autre 8.5 sur 10, encore une fois. C'est un autre note que je voulais. J'aurais aimé que ça soit peut-être un peu plus long ou peut-être un peu différent parce que au début j'avais vraiment l'impression que c'était que ça aurait été une vraie extension au jeu. C'est pas le cas, c'est vraiment standalone. On vous le dira pas chez Microsoft Studios ni chez Turn 10, mais c'est carrément un gros démo glorifié. Mais pour 10$ maximum, ça vaut vraiment la peine, en particulier si vous avez pas touché à cette franchise-là du tout. Si vous avez déjà le jeu complet, amusez-vous dans le jeu complet comme plusieurs heures avant d'acheter celui-là, mais tant qu'il est gratuit, si vous avez la chance, vous avez la chance de l'attraper gratuit, faites juste l'ajouter à votre compte, puis il va rester là, puis vous reviendrez dedans lorsque vous aurez l'occasion. Mais là, Max, tu commençais à être guéri de Forza Horizon 2. Ben oui, je sais. Ça fait longtemps que j'avais pas joué en plus, mais j'ai trouvé ça tellement le fun. Tu sais, c'est tellement un bon jeu. Dans celui-là aussi, un truc qu'ils ont introduit qui n'existe pas dans le jeu plein, c'est la nitro. Donc, dans le jeu plein, on n'a pas de nitro. Nice. Dans celui-là, les véhicules, plusieurs pistes, plusieurs courses, on doit
dans plusieurs courses, on doit utiliser la nitro pour pouvoir gagner. On nous donne cette option-là. Donc ça, c'est un plus qui est vraiment unique, hein, qui est vraiment unique à Fast and Furious. Ben oui. Donc, un 8.5 sur 10 pour Fast and Furious. On est généreux ce soir. Oui, c'était une soirée de 8.5. C'est une soirée de 8.5. Pour un jeu qui est gratuit ou juste 10$ lorsqu'il va sortir après, qui sert une maudite belle intro pour un maudit bon jeu finalement. Et après, direction cinéma. Oui, effectivement. Après ça, allez voir le film au cinéma. Les nouvelles de la soirée, Anthony, on va commencer avec The Legend of Zelda qui a été repoussé. J'ai écrit un billet d'opinion là-dessus. Oui, c'est vrai qu'Evan qui est dans le thème aujourd'hui avec un link classique de Legend of Zelda, le premier sur NES, je le reconnais avec ses gros favoris. Mais c'est vrai ça d'ailleurs, parenthèse, si vous aviez jamais vu ce bonhomme-là, il n'est pas dans le jeu directement, c'est dans les manuels du jeu lorsqu'on achète le jeu qui était à l'intérieur. Donc, c'est ça. C'est que là, moi, j'étais un vieux fan de Zelda, ça apparaît maintenant. Maintenant, vous le savez tous. Mais oui, donc, The Legend of Zelda, la version Wii U qui est repoussée, Anthony et Kevin, je pense que c'est une bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est jamais négatif. C'est jamais négatif repousser un jeu. Il n'y a jamais rien qui est mal quand ça se passe comme ça. En fait, ça tu sais, dans ce que je dis dans mon billet d'opinion d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris le temps de réfléchir à ça, parce que ça faisait quand même un certain temps que Nintendo a fait l'annonce. On parle vendredi ou samedi durant le week-end. C'est que Nintendo, on se cachera pas que la Wii U est dans une position difficile présentement. La Wii U a pas le vent dans les voiles pour les ventes. Plusieurs très grands jeux ont été lancés sur la Wii U cette année qui ont donné un petit coup de pouce à la console, mais pas autant que Nintendo aurait voulu. Ça, j'ai bien l'impression. On parle de jeux qui sont historiquement très populaires comme Mario Kart, comme Super Smash Bros, puis Mario Party 10 aussi. Donc, des jeux grand public, des jeux qui vendent généralement une bonne quantité de copies, qui font vendre des consoles aussi, mais cette fois-ci, ça semble avoir été un peu le cas, notamment pour Mario Kart. Mais sinon, après ça, on sent que c'est comme... Ça réussit pas à décoller, puis de plus en plus, je me dis que ça décollera peut-être jamais. Ouais, puis Mario Party 10, en plus, a été décevant. Oui, ben là, ici, on a un avis comme ça. Kevin, toi, je sais pas si c'était ton avis aussi. Tu y as pas joué encore en cours de semaine. Tu l'as pas testé encore, hein? Non, j'ai pas essayé. Bon. Mais c'est pas un avis qui est unanime. Vois-tu, la semaine dernière, à Radio Talbot, c'est Andréane Babin qui, elle, a grandement apprécié ce jeu-là, puis c'est correct aussi, ça apporte beaucoup de richesse aux jeux vidéo. On a tous des avis différents, puis c'est bien correct de même. Mais tout ça pour dire que pour Nintendo, en attendant, la situation semble pas vouloir se régler dans le cas de la Wii U, c'est bien dommage. Mais et ça aurait été facile pour Nintendo de vouloir garder une fenêtre de temps très serrée pour viser l'automne ou les fêtes 2015 pour Zelda. Et finalement, ils ont pris une décision courageuse, je pense, de retarder le jeu. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que je l'ai nommé en 3 points, mais parce que, première des choses, c'est que Nintendo connaît l'importance de cette franchise-là et on ne veut pas sortir un jeu bâclé pour ternir le nom de la franchise. Je pense que c'est correct de respecter ça. Puis les jeux de Zelda aussi, là c'est mon cœur qui parle, mais je pense qu'ils ont tous quelque chose d'important. Ils apportent tous un événement important dans l'industrie du jeu vidéo à toutes les fois, que ce soit une nouvelle mécanique de jeu ou une qualité incomparable, une qualité irréprochable. Et puis, je pense que ça aussi, Nintendo ne voulait pas changer ça. Les fenêtres de lancement pour les jeux, gang, c'est pas tout le temps cool non plus, hein. Parce que on a des jeux des fois qui vont sortir trop rapidement puis qui doivent être mis à jour, parenthèse, terminée. Mais ça dépend, je pense qu'en plein milieu de développement d'une console, pas de développement, mais de cycle d'une console, j'avoue que c'est pas une chose à faire, sauf que quand tu veux lancer des jeux en même temps que son lancement, il faudrait pas que tu fasses comme justement il est arrivé avec la Wii U, où est-ce que finalement il y a plein de jeux qui ont été reportés beaucoup plus tard que ce qu'on s'attendait, puis ça n'a pas permis à la Wii U d'avoir comme la lancée au début qu'on espérait qu'elle ait. Ouais, c'est ça. Là, on est en vie de console. Ouais, exact. En milieu de vie, là, c'est autre chose. C'est ça, c'est autre chose. Mais ça reste une décision qui est courageuse quand même, tu sais. Penses-tu qu'ils vont faire comme ils avaient fait avec la Wii, c'est-à-dire
lancer sur 2 consoles The Legend of Zelda comme il avait fait avec Twilight Princess. Ben, ça amène notre deuxième sujet. Tu sais, juste pour terminer, je pense que vas-y. la fenêtre de temps, mettons, c'est pas nécessairement une bonne chose. Puis aussi pour notre portefeuille, parce que ça fait que tous les jeux sont à l'automne en même temps. Puis finalement, on n'est pas capable d'y jouer, puis on n'est pas capable de tous les acheter. Ce qui fait qu'on doit faire des choix, puis acheter les jeux qu'on veut jouer plus tard, on les paye moins cher. Si on va en acheter tous des jeux, mais qui étaient répartis sur l'année, peut-être qu'on aurait plus tendance à acheter des jeux pleins au moment de leur sortie. Oui, je regarde qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois. Par exemple, le mois d'avril, comme il y a Mortal Kombat. Après ça, t'as The Witcher 3 en avril puis mai. Puis après ça, c'est vraiment tranquille. Puis même là, ça, c'est quand même 2 sorties majeures sur une période de 2 mois. Tu sais, moi, je suis capable de m'acheter 3-4 jeux facilement dans un mois. Donc, un petit peu déçu de cette période creuse. Il me semble qu'il aurait pu en profiter pour... Justement, j'aimerais voir, tu sais, aujourd'hui, on parlait beaucoup de Rainbow Six Siege. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça voir ce jeu-là sortir cet été, même si, tu sais, s'il est pas prêt, là, je préfère qu'ils prennent leur temps. Mais ce serait le fun qu'il y ait un autre gros titre majeur qui sort pendant l'été puis qu'on saute là-dessus. Tout à fait. D'ailleurs, Ubisoft a fait un Twitch, parenthèse, là, sur Rainbow Six aujourd'hui. Ça a l'air assez écœurant. Ça a l'air malade. Ça me rappelle beaucoup le fun que j'avais à jouer à SWAT 4 avec ma Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi aussi, SWAT, c'était malade. Ouais. Fait que pour Nintendo, c'est ça. Vois-tu, t'es pas le seul à penser que ça pourrait nuire. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais plusieurs analystes pensent que non, parce que justement, Neozilum nous dit ça sur le chat de Twitch aussi en même temps présentement. La prochaine année pour Nintendo risque d'être très difficile. Ils sont déjà dans une position difficile. Là, le délai de Zelda était là pour boucher un trou très très précisément. Une grosse sortie pour l'automne 2015. Et là, tout d'un coup, nada, on se retrouve avec rien. Donc, on pourrait, chez Nintendo, carrément skipper l'automne de 2015 en termes de vente, ce qui pourrait être catastrophique pour la console. Chez IGN, c'est Daniel Krupa qui est un peu moins pessimiste. Mais quand même, ça pourrait ne pas être évident. Puis, ça pourrait aussi peut-être montrer que, effectivement, Anthony, comme tu dis, peut-être on sait... Pas peut-être. On sait déjà que Nintendo travaille sur une autre console. Peut-être qu'on pourrait plancher sur une sortie simultanée pour Zelda avec la Wii U et le fameux projet NX, qui s'en vient prochainement. Un peu à l'instar de The Legend of Zelda Twilight Princess, qui avait été retardé pour exactement la même raison, pour être lancé en simultané sur la GameCube et sur la Wii à son époque. Ouais. Ben, mais les reports, je pense que c'est une bonne chose. Chez Nintendo, faut pas que tu manques un jeu de Mario et faut pas que tu manques un jeu de Zelda. Si le jeu est moffé, tu vas entendre parler pendant très longtemps. Les chiffres vont être catastrophiques. Effectivement. Mais, chose positive, je me rappelle pas d'un de ces jeux-là qui a été moffé. Non, c'est pour ça qu'ils ont pris leur temps jusqu'à maintenant. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'ils le fassent encore. Oui, effectivement. Maximus qui nous demande, est-ce qu'on a fait le tour en termes d'histoire pour Mario Zelda? Pour Zelda, je pense pas. Si tu connais bien la franchise, tu sais qu'il y a beaucoup d'espace dans cet univers-là pour créer des nouvelles choses. C'est pas toujours la même chose, en passant. Puis il y a plusieurs liens scénaristiques très intéressants qui sont faits entre les jeux, entre eux. Donc, c'est vraiment, à chaque fois, c'est une belle découverte. C'est super le fun. Puis Mario, c'est Mario qui sauve la princesse, c'est pas compliqué. Donc, c'est des jeux de plateforme, on n'a pas besoin d'histoire pour un jeu de plateforme. Mais il y aura peut-être un reboot que c'est la princesse qui sauve Mario. C'est déjà arrivé. Ouais, t'as raison, le jeu Zelda, c'était quoi le nom déjà? C'est un jeu avec Princess Peach. Ouais, qui est l'héroïne, finalement. Donc, t'as raison. Qui était une maudite bonne idée à apporter. J'étais super gêné d'aller acheter ça au Maxi. Ah, que c'était rose. Hein? C'était girly, c'était très vraiment rose, d'un bout à l'autre, mais c'était un bon jeu quand même. Fait que voilà pour Nintendo. Date de sortie pour Halo 5, les gars, Microsoft avait pas fait d'annonce sur le web, rien. Mais finalement, durant un show télé hier, je me rappelle plus c'était hier à 11h, là, vraiment tard. C'est ça, une publicité qui passe, qui s'appelle On the Truth, et qui dévoile la date de sortie de Halo 5, qui se trouve à être le 27 octobre prochain à mettre dans vos calendriers. Moi, je suis vraiment excité. C'est ma série fétiche. Ce qui est vraiment spécial, c'est que la nouvelle... Non, je sais, mais là, tu devrais, avec la collection qui est pas très chère,
qui donne plein de bonnies puis qui commence à être fixé là, pour le en ligne. Ouais. Mais c'est ça que j'ai été impressionné par la campagne qui jouait justement pendant The Walking Dead hier, c'est que il y a comme deux versions de la même bande-annonce qui est jouée. Puis dans le fond, les deux personnages qui sont Halo puis Locke qui est supposé être le nouveau personnage, ils interchangent leur rôle dans la bande-annonce. Donc, comme si... et puis là, ça dit « on the truth ». Donc, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vraie perspective? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il va falloir que vous le voyez dans Halo 5 Guardian le 27 octobre. Oui, oui. Moi, j'ai hâte parce que je veux découvrir cette franchise-là, mais je me fais un devoir de jouer à la Master Chief Collection d'abord. Ce que je n'ai pas fait encore parce que j'attends à avoir un rabais. Là. Comme on disait tantôt, on attend simplement souvent de faire une bonne affaire en tant que gamer parce qu'on n'achète pas tout à plein prix. C'est venu pas cher, là, c'est récemment, hein, c'est 45$, mais j'ai sauté par-dessus. J'ai dit, ça va venir plus bas. Mais même, j'ai vu, je sais pas si tu as vu, mais aux États-Unis, ils ont déjà Battlefield Hardline à 39,99$. En à peine 2 semaines après la sortie là, sur Amazon.com. Puis d'ailleurs, je pensais peut-être me le faire venir d'Amazon.com. Ouais, le taux de change n'est pas super avantageux. Non, c'est clair. Mais si t'as des US, si t'as un compte US, j'en ai pas. C'est ça qui arrive. Ça fait que voilà. Donc, pour Halo 5, ça va être le 27 octobre prochain. Toi, Kevin, es-tu un grand fan de Halo? J'aime pas Halo. Ben, c'est correct. Mais pas du tout. Et c'est pas à défaut d'avoir essayé. Quel blasphème. T'as pas le droit de dire ça. Sors de mon show. C'est terrible. Neozilum sur le chat de Twitch qui nous dit que The Order 1886 est rendu 35$ sur Amazon.ca. Ça fait déjà plusieurs jours d'ailleurs qu'il est à ce prix-là. C'est quand même étonnant compte tenu que le jeu est très récent. Lui, il dit en parlant de fail... Je pense que The Order est un bon jeu. Anthony, toi, tu avais quand même apprécié ton expérience. C'est un jeu qui est pas long, c'est vrai, mais ça reste un bon jeu quand même. Ouais. Je pense que ça mérite d'être joué, mais comme je disais, en location. Je pense que ça montre que les ventes du jeu ne sont peut-être pas au rendez-vous. C'est peut-être pour ça qu'on voit des rabais aussi rapidement. Des fois, surtout pour un first party comme ça, avoir le chiffre de vente en termes de copies vendues. En jeu vidéo, on marche comme ça. On dit pas j'ai fait tant d'argent avec, on dit on a vendu tant de copies. Ben, si c'est ce chiffre-là que tu veux montrer à tes investisseurs pour montrer que tout va bien, ben des fois c'est mieux d'absorber une perte sur le jeu neuf pour faire gonfler ce chiffre-là un peu plus. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit The Order à 35$ sur Amazon présentement. Ou ben non, c'est eux qui en ont acheté une quantité incroyable et qui sont pas capables de les repasser tout simplement. Oui, ça se peut aussi. Non, il y a ce prix-là pas mal partout. Hein. Ah oui? Ok. Ouais, même dans certaines boutiques que tu connais. Cool. Donc, justement, parlant de Sony, des PlayStation 4 vont être bundlés avec la PlayStation Camera. Parce que cette caméra-là pourrait être nécessaire au prochain Morpheus. Avez-vous lu la nouvelle, les gars? Oui, j'ai pris le temps d'aller la lire. Ok, c'est correct. Ben oui. Sony qui ont ri de la gueule de Microsoft ben raide au E3 2013 parce que Microsoft bundlait la console avec la Kinect. Je suis allé lire des articles là-dessus juste pour me remettre ça en mémoire. Puis Sony disait « Vous ne laissez pas le choix aux gamers! » C'est le monde à l'envers. Donc, tout ça pour dire que des fois, quand on écoute les arguments marketing, écoutez pas, puis achetez juste ce qui vous tente. Dans le cas de cette fois, là, la PlayStation 4 va être bundlée avec la PlayStation Camera, qui normalement coûte ici au Canada, je pense, 65$, si je me trompe pas, à prix régulier. C'est une bonne offre. Moi, je pense m'en procurer une pour de vrai, un de ces quatre, là, lorsque je vais avoir l'occasion de mettre la main sur une, avec un petit rabais encore. Ouais, j'ai acheté la mienne, je pense, 39,99$. Ouais, c'est ça, dans ces prix-là. C'est ce que je recherche. Mais ce que je trouvais intéressant dans cette nouvelle-là, c'est que on mentionnait que le projet Morpheus, qui est le projet de réalité virtuelle qui s'en vient pour Sony, aurait besoin de cette caméra-là pour fonctionner. Moi, je ne l'ai pas essayé. Anthony, toi, tu l'avais-tu essayé? Je me souviens plus. Le projet Morpheus? Non. J'ai juste essayé coudonc, j'ai un blanc, évidemment. J'ai juste essayé l'Oculus Rift, la version 2DK. Donc, qui était 2DK, DK2, en fait, qui était hallucinant, honnêtement. Puis pour moi, c'est comme, quand je repense encore à cette expérience-là, je me dis, faut que toutes les compagnies aillent dans cette direction-là. C'est l'avenir.
Moi, je suis un peu frileux parce que j'ai pas le goût d'avoir une bébelle à 200$ de plus qui traîne que mes enfants vont pouvoir péter. Non, ça c'est clair. Mais écoute, je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux de voir ça. Là, les gens capotent parce qu'ils voient, ils pensent que c'est un chat, mais c'est bien un chien qui est chez toi. C'est juste mon chien que je garde cette semaine à cause de ma soeur qui est au Mexique. Ouais. On reste encore chez Sony. Aujourd'hui, la compagnie japonaise a lancé son nouveau service de musique parce qu'on a fermé l'ancien qui s'appelait celui du Sony Entertainment Network, là, qui était Sony Unlimited, si je me rappelle bien du nom. Et maintenant, ça s'appelle PlayStation Music. Donc, le nouveau service sur PlayStation. C'est lancé en partenariat avec Spotify. Donc, c'est disponible dès maintenant. Et je pense que durant l'offre de lancement, c'est gratuit si vous voulez l'essayer. Donc, allez faire un tour sur votre PlayStation 4 après le show. Pas dès maintenant, après l'émission. Et vous me direz si ça fonctionne bien. Moi, j'ai hâte de voir. On achève. Les gars, le service de musique de Sony, est-ce que c'est disponible seulement sur les appareils Sony ou on peut télécharger l'app Android sur tous les appareils? Je pourrais pas dire. Moi non plus. Moi, j'utilise Google Music parce que c'est le moins cher, puis c'est tout. J'ai Xbox Music parce que c'est ce qui représente le plus mes appareils et que c'était encore moins cher que Google Music. Ouais, il y a un moment que ça a été moins, mais... C'était 30$ au plus. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas duré, malheureusement, sinon j'en aurais profité aussi. C'était une journée. Ben, moi, je paye les miens annuellement. Ça fait 2 années de fil à 50$ dans le temps du Boxing Day, là, dans le temps des fêtes. Donc, c'est pas très cher. Pour 12 mois, non, c'est pas super. Pour la musique illimitée, ouais. Intéressant. Donc, voilà. Fait que l'important, c'est qu'on utilise d'autres services. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, voilà. Fait que c'est ça. Hey, j'avais pas d'autre chose, moi, les gars, pour ce soir. Mais non, ça faisait le tour. Je pense qu'on a quand même eu un épisode pas mal chargé. Oui, chargé en fun, en émotion avec Sébastien qui est venu nous visiter et en bug aussi avec mon PC que je l'ai tantôt, que je vais devoir tout fixer ça, tout réparer ça en MP3, c'est donc bien plate. Kevin, merci d'avoir été avec nous autres cette semaine. Si tu veux que les gens discutent avec toi durant le reste de la semaine jusqu'à ce qu'on se revoie la semaine prochaine, où est-ce qu'ils peuvent aller? De préférence sur Twitter avec mon alias, mon arrobas superpoulet sky, SKY. Donc, c'est la meilleure façon de me rejoindre. Sinon, eh bien, éventuellement, je devrais avoir mes contacts là, disponibles sur la page Épée Légendaire et par rapport à Twitch. Ah, Anthony, t'as pas fait tes affaires? Non. Il ne les a pas données. Non, c'est pas vrai. Mais sinon, oui, c'est ça. Effectivement, je diffuse sur Twitch quand même de façon régulière. Mes amis aiment bien se foutre de ma gueule lorsque je joue à Bloodborne. Mais c'est pas mal les meilleures façons de me rejoindre. Cool. Merci, Kevin. Anthony, de ton côté, lorsque tu vas avoir terminé d'ajouter les liens de contact à Kevin sur le site web, où est-ce qu'on va pouvoir discuter avec toi? Vous pourrez m'envoyer du hate mail comme à chaque semaine. Ben, c'est sur Twitter, A-commercial, A-gravel15, A-G-R-A-V-A-L-15. J'allais dire sur le blog techno, mais non, RIP, ça existe plus. RIP blog techno de Photoshop n'existe plus. Mais vous pouvez quand même lire ma critique de Mario Party 10. Oui, si les vous articles cherchez sont encore là. Mm-hmm. Donc, ouais, si vous on voulez a les encore le droit consulter, tout est exact. encore là. Ouais, exact. Puis sinon, évidemment, on a beaucoup de stock. Comme je disais, j'ai publié ma critique de l'épisode 3 de Game of Thrones, de l'épisode 2 de Tales from the Borderlands, et vous pouvez lire ma critique de Jungle Ball Xenoverse. Et puis, cette semaine, attendez-vous à lire la critique de Bloodborne de Kevin, qui a d'ailleurs publié ses premières impressions ce matin. Oui, allez faire un tour là-dessus sur notre site web. Et mon côté, c'est facile. Tremblay Max sur Twitter, mais je contrôle aussi tous les comptes officiels de l'Épée Légendaire. Vous allez retrouver tout ça sur notre site web épélégendaire.com. Je vous invite aussi à suivre notre chaîne Twitch sur laquelle vous êtes présentement, twitch.tv/épée légendaire, mais aussi toutes nos chaînes Twitch à nous. Vous allez retrouver ça sur notre site web aussi, sur Épée Légendaire, dans la section Twitch, que vous allez voir dans le menu. Si vous voulez suivre ma chaîne à moi, c'est Tremblay Max sur Twitch, tout simplement. Et je vous invite aussi à devenir membre or. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous aimez notre projet, je vous invite fortement à devenir un membre or. Ça va vous donner accès à une section privée où est-ce qu'on pose des tonnes de vlogs. Non, mais pas des tonnes. Dont Mel hier soir. Dont Mélanie qui a fait un vlog hier soir. Il n'y a pas des tonnes de vlogs ces temps-ci. J'avoue que je mets beaucoup plus mes énergies sur
produire les critiques vidéo, ce qui Ouais, est moi- assez long. Puis produire les shows, comme vous voyez ce soir, ça a l'air de rien, mais ça prend du temps. C'est du gossage. Puis là, il faut que je Exact. prépare mon PC pour comprendre pourquoi il gèle comme ça. Il faut absolument Mais que je ça, trouve la puis- solution. Nous, on vous avait promis de pas diminuer le contenu écrit, donc c'est sûr qu'on travaille beaucoup là-dessus. On reçoit quand même beaucoup de jeux, donc j'ai toujours une critique ou un jeu à jouer ces temps-ci. Donc c'est sûr, des fois, c'est un petit peu difficile, mais on va s'y remettre. Oui, effectivement. Et voilà. Non, t'as tout dit. C'est correct. C'est comme ça qu'on termine notre émission pour cette semaine. Merci de nous avoir écoutés et on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. On l'espère si le PC arrête de geler. Pour une autre balado légendaire. À la semaine prochaine. Bye! Au revoir tout le monde.